Hold'em Masterclass numéro 59. Tenter un tirage perdant. Dans le cadre des tirages, nous allons voir que le défaut de protection peut être fatal aux joueurs dans un tournoi, et plus encore dans des tournois aussi prestigieux et disputés que le championnat du monde WSOP. Paradoxalement, la vraie protection s'obtient non pas en misant peu, mais en misant beaucoup. De cette manière, le joueur cherche à réduire le nombre de ses adversaires. Au Texas Hold'em No Limit, comme dans beaucoup de jeux de stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Cette Hold'em Masterclass repose sur le même coup que la numéro 57, mais vue cette fois du côté d'un autre joueur. Nous nous trouvons à Las Vegas pendant le championnat du monde WSOP 2006. L'épreuve a commencé il y a 3 heures et nous sommes au deuxième niveau des blindes, le niveau 50-100. Notre personnage est Mike Caro. Mike est un des grands théoriciens américains du poker et le premier à avoir assuré des conférences sur le sujet. Il a aussi écrit de nombreux manuels et collaboré à l'écriture de Super System, le fameux manuel de Doyle Brunson. Nous avons un tapis de 13 500, ce qui est supérieur à la moyenne. Notre main est As-Dame assortie. C'est une bonne main, mais n'oublions pas que si une relance a lieu avant elle, elle se trouve en danger face à ce qui peut être As-Roi ou Pair, deux types de mains contre lesquels nous perdons. Dans ce cas, cette main est tout à fait indiquée pour se relancer, et si nous sentons que cela est trop dangereux, il vaut mieux alors simplement la jeter. Or, l'une des erreurs les plus courantes en Hold'em No Limit est de ne pas savoir jeter la main As-Dame. Le joueur numéro 6 relance à 400, nous payons les 400, le bouton aussi, et les autres joueurs passent. Dès lors que Franck relance à 4 fois le surblind en étant en milieu de parole, nous pouvons en conclure qu'il doit avoir un jeu, car cette position est tellement difficile à gérer pour le reste du coup qu'il vaut mieux avoir une main valable. Or, ici, il reste encore 4 joueurs à parler après nous. En toute logique, Franck possède au moins As-Dame, plus rarement As-Valet, mais sûrement pas moins, ou une paire. Dans tous ces cas-là, sauf As-Valet, nous ne sommes pas favoris contre lui. Dès lors, comme nous sommes en sandwich et qu'en plus nous possédons un gros tapis, nous devons essayer de jouer agressivement, car nous maintenir en danger comme ceci n'a pas beaucoup de sens. L'idéal serait de relancer à 1200, car alors si Franck a une petite paire ou même As-Roi, il aura intérêt à passer. C'est aussi vrai des joueurs qui suivent. Un seul argument peut servir à Mike pour rester sans relancer. Le petit prix du maintien. Il est de 400, c'est-à-dire seulement 3% du tapis. Quand on a As-Dame assorti, voire un flop avec tirage à carreau, voire couleur directement, peut constituer un effet de levier important pour prendre beaucoup de jetons aux adversaires ensuite. Mais attention, cette possibilité est assortie d'une probabilité d'environ 12% seulement. Mike décide finalement de jouer en défense et de payer les 400 sans relancer. Ivo, quant à lui, paye les 400 à son tour. Le pot contient 1350. Ce flop comporte une grosse paire, donc il est dangereux par nature. En plus, il comporte 2 carreaux, ce qui donne la possibilité d'un tirage à couleur. Et pour ce qui nous concerne, nous avons ce tirage à couleur, et même le tirage à couleur max, mais rien d'autre. Dès lors, nous devons être prudents, car comme un joueur a attaqué pré-flop et comme un autre a payé la relance, il est fort probable qu'au moins l'un des deux ait un roi en main, donc brelan maintenant. Avec notre As-Dame, nous sommes en danger. Tous nos espoirs reposent sur notre tirage à couleur. Or, nous ne toucherons ce tirage qu'une fois sur 5 à la turn. Franck ouvre à 1400, nous suivons, et Ivo suit aussi. L'attaque de Franck à 1400 n'est pas significative dans la mesure où, ce faisant, il ne fait que poursuivre son attaque en faisant ce qu'on appelle un continuation bet classique. De notre point de vue, il possède au mieux le brelan, mais c'est déjà énorme. On voit mal comment il pourrait avoir un full car il est exclu qu'il ait attaqué en premier avec roi 6 ou paire de 6 en main qui sont bien trop faibles. Ivo aussi ne peut pas décemment avoir payé la relance préflop avec roi 6. Il peut éventuellement l'avoir payé avec paire de 6, mais là aussi c'est assez peu probable. Un mot à propos du carré de roi. Si Franck l'avait, il aurait ouvert plus bas qu'à hauteur du pot. Et si Ivo l'avait, il aurait très probablement relancé préflop. Donc nous pouvons considérer qu'aucun des deux ne possède le carré. Pour nous, le coup devient subitement très dangereux car nous sommes pris en sandwich entre deux joueurs dont l'un au moins posséderait le brelan droit. De notre côté, nous n'avons qu'un tirage à couleur max, que nous avons une chance sur 5 de toucher à la turn et une chance sur 5 aussi de toucher à la river. Notons une chose très importante. Notre as ne nous aide d'aucun secours. Au contraire,
Si un as tombe à la turn ou à la river, nous nous retrouvons avec 2 paires max qui ne sont d'aucune utilité face au brelan de roi probable. Mais en plus, cet as peut donner un full max à un adversaire qui possède as-roi en main et le rendrait dès lors imbattable. Donc une seule carte nous arrangerait vraiment, un carreau, et si possible un petit. Ici, nous avons 3 possibilités. 1. Relancer. Tactique habituelle aux joueurs qui possèdent le tirage max à couleur max au flop. Mais cette tactique ne vaut que quand le flop ne comporte pas de paire, car dès lors, un joueur qui possède brelan peut nous payer et nous battre, même si nous touchons couleur, dans le cas où lui-même termine full. C'est néanmoins une option, au cas où le détenteur du brelan de roi a un petit kicker par exemple. 2. Suivre. Pour ce faire, nous devons miser 12% de notre tapis. Si un carreau tombe à la turn, nous aurons la couleur max et nous pourrons alors attaquer. Mais la probabilité n'est que d'une chance sur 5, soit 4 contre 1. Nous n'avons pas de cote suffisante ici, puisque si Ivo paye lui aussi, nous aurons mis 1400 pour un gain net de 4100, soit 3 contre 1. Notre risque serait donc sous-rémunéré. Suivre serait donc le plus mauvais choix à partir des éléments dont nous disposons. 3. Passer, tout simplement, en reconnaissant que ce coup est devenu trop dangereux pour nous. Nous aurons laissé 3% de notre tapis dans cette aventure. Finalement, nous décidons de payer les 1400. Mais si Ivo nous relance tout de suite, nous n'allons pas nous entêter et nous quitterons bien sûr ce coup, devenu cette fois suicidaire. Ivo finalement paye lui aussi. Dans cette position, s'il a As-Roi, il devrait logiquement relancer pour éviter de maintenir le tireur à carreau en place. C'est donc qu'il a peut-être Roi-Dame ou même Roi-Valet. Le pot contient 5550. Le 7 de carreau arrive à la turn, ce qui donne une possibilité de couleur. Pour ce qui nous concerne, nous venons de toucher notre couleur max grâce à ce petit carreau, et c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux, car le full est maintenant très peu probable chez les adversaires. Nous nous félicitons d'avoir suivi l'ouverture de 1400, car nous allons pouvoir rentabiliser. Franck check, nous ouvrons all-in à 11 700, Ivo paye et Franck passe. Franck check d'entrée de jeu. Soit il prépare un check raise en attendant qu'un joueur ouvre pour relancer ensuite, soit il est vraiment faible. Nous pensons qu'il est vraiment faible. À moins qu'il possède une paire de 7, ce qui est hautement improbable, ce 7 de carreau ne lui donne rien de plus. Donc s'il avait brelan de roi au flop, il a toujours brelan de roi. Par ailleurs, il a attaqué pré-flop, attaqué encore au flop, et il arrête son attaque à la turn alors qu'il n'a subi aucune contre-attaque depuis le début du coup. D'après nous, s'il y a danger, il ne peut pas venir de Franck. Reste Ivo. Il n'est a priori pas possible qu'il possède une paire de 7 en main car il n'aurait pas payé 1400 pour voir la turn. Il est possible en revanche qu'il possède roi 7, mais c'est tellement peu probable que cela fait partie de la marge d'erreur que nous acceptons. Chez Ivo, nous croyons beaucoup plus au brelan de roi avec As-Roi, Roi-Dame ou Roi-Valet en main. Si c'est le cas, Ivo finirait full si la river était soit un 6, soit un 7, soit un As-Dame ou Valet, plus un Roi pour le carré, ce qui totalise 11 cartes sur 44 restantes. Nous disons 44 et non 46 car nous prenons l'hypothèse qu'il a déjà un Roi et un As-Dame-Valet en main. 11 cartes sur 44, cela fait 25%. Nous savons qu'Ivo est un joueur évolué et qu'il serait sensible à un hawk play, c'est-à-dire que si nous ouvrons à petite hauteur, par exemple à 1500, il pourrait penser que nous avions bien couleur et il pourrait du coup jeter son brelan. L'autre solution serait de simuler un bluff, comme si nous possédions par exemple l'as de carreau sec pour faire croire à une tentative d'arrachage. Pour donner cette impression, le meilleur moyen serait d'ouvrir à tapis, enchère d'autant plus efficace qu'elle frapperait un adversaire qui possède autant de jetons que nous. Dès lors, il serait tenté de nous payer avec son brelan et il n'aurait que 25% de chance de gagner à la river, ce qui nous est amplement favorable. Donc nous ouvrons à tapis. Ivo n'attend pas pour réagir et il paye le tapis. Franck jette ses cartes. Finalement, il n'a pas touché de jeu sur ce coup et il décide de jeter l'éponge. Nous abattons la couleur à l'as, mais Ivo abat le full qu'il avait touché au flop grâce à sa paire de 6, ce qui lui adjuge le coup et réduit notre tapis à 300 seulement. Ce coup montre que le jeu d'attaque s'impose plus que jamais dans les grands tournois. Au lieu de fragiliser le joueur, au contraire, il le protège. Mike a-t-il eu raison de jouer comme il l'a fait, ce qui l'a mené à la ruine? Pouvait-il éviter cela? Pré-flop, il suit les 400 avec As-Dame assorti alors qu'il reste 4 joueurs à parler. Pour ce faire, il paye 3% de son tapis. Cette façon de faire est typique d'un joueur conservateur. Un joueur agressif aurait relancé ou au contraire, il aurait jeté ses cartes en jugeant que la position est trop dangereuse pour se maintenir. Dans la mesure où Franck relance pré-flop en milieu de parole, il est probable qu'il possède au moins As-Dame ou pair, donc le As-Dame de Mike n'est plus favori, il ne peut pas suivre la relance. Si Mike avait surrelancé,
Ivo aurait probablement quitté le coup devenu trop cher, et Franck aussi. Si vous reculez dans le programme, et si vous cliquez sur les cartes de Franck, vous constatez qu'il avait As-Dame lui aussi, et vu sa position en milieu de parole, il ne pouvait pas payer la surrelance. Donc en relançant pré-flop, Mike aurait gagné le coup tout de suite simplement parce qu'il aurait agi agressivement. Mais le plus sage, selon nous, était encore de quitter le coup pré-flop, justement parce qu'il devenait trop dangereux de se maintenir face à un relanceur de milieu de parole, tout en ayant encore 4 adversaires ensuite à parler, ce qui aurait évité la bérésina à Mike. Voyons maintenant le jeu de Mike au flop. Franck attaque, alors qu'il a probablement un brelan de roi. Mike a un tirage à couleur, mais seulement une chance sur 5 de toucher la couleur à la turn. Dès lors, Mike se trouve dans un coup trop dangereux. 1. Il ne possède pas l'ombre d'une main, seulement un potentiel qui va se réaliser à la cote de 4 contre 1 à la turn, avec un pot qui peut lui donner au mieux un rapport de 3 contre 1. 2. En plus, il est pris en sandwich entre un joueur agressif et un autre joueur sur lequel on n'a aucune lecture. Malgré cela, Mike paye l'attaque de Franck alors qu'il n'a qu'une cote implicite pour le faire. Cette cote est bien fragile car même s'il touche couleur à la turn, la menace du full continue de planer sur lui. Au flop, Mike se trouve donc dans la même logique que pré-flop. Devant l'attaque de Franck, Mike doit contre-attaquer ou quitter le coup. Dans la mesure où il a 2 adversaires qui n'ont probablement pas full, mais qui ont probablement brelan, Mike n'ayant lui-même qu'un tirage à couleur et rien d'autre, devant cette menace, il doit quitter le bateau et abandonner les 3% de son tapis qu'il a déjà investi. Arrive la turn et son petit carreau providentiel. En faisant tapis, Mike prête le flanc inutilement à notre sens. Un simple hawk play aurait suffi, avec une ouverture à 2000 par exemple. Il aurait tout de suite eu la réponse des adversaires. Ivo l'aurait forcément su relancer, car il aurait eu trop peur d'un full supérieur. Franck aurait passé, et Mike aurait passé lui aussi à cause de la menace du full. Cette fois, Mike a été trop attaquant en misant son tapis d'emblée, car il s'est condamné dans ce tournoi en même temps. Il est évidemment facile de faire un commentaire à froid, surtout quand il s'agit d'analyser un très grand joueur comme Mike Caro. Notre examen repose évidemment sur ce que nous savons et rien d'autre. Il est possible que Mike ait eu des éléments sur ses adversaires qui les conduit à jouer de cette manière, ce qu'on appelle aussi une lecture. Mais ce coup n'en illustre pas moins l'idée qu'il vaut mieux attaquer ou quitter le coup, plutôt que suivre, d'une manière générale. Voyons les 3 circonstances qui étayent cette leçon. 1. Mike a suivi quand il fallait attaquer et a attaqué à fond quand il fallait attaquer faiblement. Il a suivi pré-flop et au flop et il a attaqué trop fort à la turn. À aucun moment, il n'a cherché d'informations sur les jeux adverses, informations qu'on obtient seulement en relançant. 2. Sa position est affreuse, parce qu'il est pris en sandwich entre un joueur qui attaque et un autre qui suit systématiquement, donc 2 dangers cumulés qui obligent le joueur à avoir un comportement plus radical, soit passer, soit relancer. 3. Nous sommes au début de tournoi, ce n'est pas le moment de chercher des coups où les conditions sont périlleuses. Il vaut mieux, au contraire, quitter au plus vite ce type de coups pour privilégier ceux que l'on contrôle davantage, surtout quand on a un tapis supérieur à la moyenne, ce qui est le cas. Quant à Ivo, nous avons développé dans la Hold'em Masterclass numéro 57 les arguments qui expliquent qu'il a eu raison d'entrer avec sa petite paire. Il joue ici une cote implicite qui lui permet de prendre le tapis d'un des écrivains du poker les plus respectés au monde.